au centre de l'embarras. Le développement durable sera-t-il un nouveau principe pour l'aménagement du territoire? Ce qui nous frappe, c'est une série de décalages entre le champ de la question et celui de la réponse. La pratique du développement durable est-elle possible? En revanche, dès qu'on tentera de saisir l'étonnant de son projet, on verra. Je vais pas tarder à finir. Je suis déjà. Donc, en revanche, dès qu'on tentera de saisir véritablement son projet, on verra. Et on essaiera de comprendre pourquoi les choses deviennent extrêmement floues et ce qu'elles révèlent de l'extériorité de laquelle le développement durable est pensé. Donc il y a une crise économique, monde de la communication, etc. Donc la perspective tautologique, donc les contradictions de la vie durable auxquelles nous nous intéressons, on a démontré la contradiction théorique et les contradictions pratiques de la vie durable. Cette tentative pourrait nous éclairer dans la prise en charge de hiatus discours pratiques que nous avons décrit. En réalité, il n'en a rien été. Donc la contradiction de la vie durable, il y a la féoction entre les pouvoirs nationaux et les pouvoirs locaux. Les trois piliers du développement durable, leur mise en œuvre, posent également de difficultés et des problèmes. Donc en revanche, la vie durable est un problème total, un problème éthique, un problème de politique et un problème de connaissance, plutôt qu'une solution fût-elle partielle. Donc la question de la ville en Algérie, donc contre pensée à la réalité, la ville en Algérie est loin d'être applicable. Organisation dépourvue de la transversalité, formation insuffisante au développement durable. J'ai pris en fait en exemple la ville de Sidi Abdallah. Donc, elle est située à 25 km d'Alger, donc incluant les villages de Helma et Rahmaniya. Elle s'étend sur une superficie de 3000 hectares pour le site central. Donc, l'objectif priorité du SNAP 2025, création d'un pôle d'excellence et équilibrer la croissance métropolitaine. La stratégie, donc créer des espaces résidentiels pour les populations métropolitaines et gérer des activités économiques et à forte plus-value. Aménager un pôle technologique et scientifique de rang national et un bipôle avec Bayern. Devenir un espace pilote dans le domaine environnemental. Donc la question de la ville en Alger. Donc on voit que la ville de Sidi Abdallah, malheureusement l'état d'avancement n'est pas très convaincante et tout. Si on remarque par rapport à moi, ça devrait être sur la troisième photo en fait. Donc c'est beau de voir, mais bon, en réalité, ça ne reflète pas vraiment le. Donc le projet de la ville nouvelle est un projet d'intérêt national, de par son ampleur doté d'un cadre législatif et réglementaire pour réussir la ville métropolitaine durable. Donc le projet de la ville nouvelle est un projet d'intérêt national. Donc on remarque ici en fait le zoning. Donc cependant, l'instauration du programme du SNAP 2025 ne se fait pas sans difficulté et pas d'avancement décevant, moyennement mobilisé en interne. Donc la réalisation de la ville nouvelle contribue à la concrétisation de 5 objectifs globaux du SNAP 2025, freiner et rééquilibrer l'autorisation, redéployer la population des activités et des surcharges du littoral vers les zones aménagées et concentrées, renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire national, traduire en la réalité la métropolisation basée sur l'économie du savoir et de l'information, préférer l'existence d'architecture de la qualité urbaine. Donc la politique de la ville en Algérie avait pour vocation d'organiser un développement durable qui se faisait de manière mal maîtrisée entre les unes lotissements pavillonnés et villes nouvelles. Les villes doivent non seulement disposer d'atouts compétitifs et d'attractivité, mais tendre aussi à intégrer la démarche de développement durable. Donc, en concluant que cette défaillance entre le discours et la pratique nous mène à une impossible validation de la vie durable suite à un manque de planification. À cet effet, les principes de la vie durable deviennent eux-mêmes des questions à résoudre. Donc, à la conclusion, la vie durable serait-elle une notion en elle-même vide de sens, ce que la vie durable aurait prévouloir dire avec toutes ces problématiques, c'est une planification
du troisième type, sachant qu'il existe des planifications fluides qui se valident au dépend de contexte, c'est le type 1, dans lequel nous pouvons ranger la table rase. Il existe une planification réflexive qui rentre en relation avec le contexte, c'est le type 2, où nous sommes globalement habitués. Donc il reste à inventer les conditions d'une planification du troisième type, planifier un objet incertain dans un contexte incertain avec des instruments incertains pour un résultat inconnu. Donc c'est cela que la vie du rap aurait pu assumer comme posture, une planification du troisième type, une planification planificatrice. Donc pour résumer la conclusion, en fait, on a la vie du rap entre le discours et la pratique. Le discours, c'est les théories, les pensées, les instruments et les lois. L'action, planification, les pratiques en fait, c'est des actions, planification, gouvernance et sociale. Donc, on a toujours des bonnes pratiques, on essaie toujours de faire de nos mieux, mais la défaillance, elle est là. Donc, il y a une impossible validation à cause des crises économiques et sociales et des crises environnementales, ce qui nous mène à une planification du troisième type. Donc, en perspective, la crise actuelle ne change-t-elle pas la donne en matière de la vie durable? Il y a en effet deux types de crises qui sont sensiblement distinctes pour l'instant, mais qui peuvent à terme converger. La crise environnementale, le réchauffement climatique, émissions de CO2, la crise économique et bientôt sociale, la hausse du chômage et la chute du pouvoir d'achat. Merci bien. J'étais un peu long, mais bon, j'ai essayé de vous transmettre mon idée, donc voilà. Je vous remercie, monsieur. Donc, très intéressant. Monsieur Kouis m'a essayé de mettre l'accent sur ce concept de durabilité que je pense qu'il va revenir par la suite dans le débat. Un concept disons, anthropocentrique qui relève un peu de la subjectivité. Je crois qu'il va faire couler beaucoup d'encre dans le débat. Et j'appelle... donc, non, le débat, c'est par la suite. Le débat, c'est par la suite. Et j'appelle Madame Hafsi Fatima Zahra. Elle va nous présenter une communication intitulée Quelle place pour les sites archéologiques dans la politique algérienne de l'aménagement de territoire. Donc, Madame Hafsi, elle va nous ramener dans une autre dimension, dans une autre échelle, celle du territoire. Et je crois que c'est important aussi pour nos étudiants de voir que l'architecte, il peut passer d'une échelle à l'autre, qu'il n'y a pas que l'échelle architecturale qui préoccupe l'architecte, mais il peut intervenir à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Merci Madame Salah. Donc, salam alaikum. Honorable assistant, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter ma communication qui s'intitule Pour une conservation intégrée des sites archéologiques dans la politique nationale de l'aménagement du territoire, exemple d'étude des sites archéologiques de la wilaya de Soukaras. Comme vous savez tous, à l'heure actuelle, l'environnement il est sujet à de nombreuses transformations, à de nombreuses perturbations générées essentiellement par l'occupation progressive de l'espace, par les progrès technologiques, scientifiques, économiques, etc. Et les vestiges archéologiques font partie de cet environnement. Ces vestiges archéologiques peuvent se présenter sous diverses formes. Ils peuvent être soit des monuments visibles, dressés, ou de vestiges non encore découverts, gisant enfouis dans les masses du sol. Et notre communication s'inscrit dans une quête permanente d'approches renouvelées concernant la conservation du patrimoine archéologique. En effet, les tendances récentes plaident de plus en plus pour une intégration de la protection du patrimoine à des échelles plus larges, par exemple celle de l'aménagement du territoire. Donc l'Algérie, c'est un pays qui est historiquement profond. Elle a vu la succession de plusieurs civilisations et ces civilisations ont laissé des traces sur son territoire.
La politique algérienne actuelle de l'aménagement du territoire est révélatrice d'une dynamique constructive forte. Elle s'accompagne de projets ambitieux et d'importants travaux d'aménagement. Mais toutefois, ces travaux, cette dynamique constructive met en péril les vestiges archéologiques, et plus particulièrement ceux qui ne sont pas encore découverts. Et donc, ces perturbations du sol mettent en péril ces vestiges archéologiques. Dans cet aspect de choses, ce travail de recherche pourra apporter des éléments de réponse à la question suivante. La politique nationale de l'aménagement du territoire prend-elle en considération la conservation et la valorisation des sites archéologiques? Si oui, comment? Et afin de cerner le problème dans sa totalité, d'autres questions secondaires méritent d'être posées. Est-ce que donc nous allons poser les questions suivantes? Les démarches de la conservation des sites archéologiques se basent-elles sur une approche intégrée ou subissent-elles les inconvénients d'une stratégie sectaire et fonctionnelle? La politique de l'aménagement du territoire introduit-elle la notion de conservation intégrée des sites archéologiques? À quelle échelle? Existe-t-il des dispositifs qui, en dehors du classement, permettent de prévenir les actions destructives des travaux d'aménagement, ou faut-il attendre des mutilations irréparables pour réorienter ou arrêter le processus de développement et d'aménagement des territoires? Donc cette étude sera projetée sur une région particulière qui est la wilaya de Soukharas. Pourquoi nous avons choisi la ville de Soukharas? Parce que son territoire est très riche en patrimoine archéologique. Donc nous allons essayer de vérifier l'efficacité de l'application des décisions relatives à la politique nationale de l'aménagement du territoire en matière de patrimoine archéologique qui sont présents sur son territoire. Donc nous allons émettre les hypothèses suivantes et nous allons essayer de les vérifier. La première hypothèse, c'est que les sites archéologiques constituent une catégorie patrimoniale distincte et requièrent de ce fait une approche spécifique de conservation et de valorisation. Les sites archéologiques ne peuvent être durablement préservés qu'à travers leur intégration dans une politique plus large qui est celle de l'aménagement du territoire. L'objectif donc primordial de cette recherche est de proposer des éléments de réflexion afin d'établir un lien et une stratégie dans le cadre de l'aménagement du territoire qui prennent en compte la protection et la valorisation des sites archéologiques. Donc traditionnellement, la protection des sites archéologiques fait partie de la politique patrimoniale. Mais là, on va essayer de dépasser cette échelle pour traiter celle de l'aménagement du territoire. Donc, nous allons adopter comme démarche l'analyse de contenu. Le corpus d'études a été formé essentiellement à la lumière de l'étude théorique. Il est constitué par le cadre juridique de l'aménagement du territoire et les documents stratégiques et prospectifs de l'aménagement du territoire. Donc, nous allons analyser le cadre juridique pour voir s'il garantit la protection du patrimoine archéologique, et nous allons chercher dans les documents stratégiques et prospectifs de l'aménagement du territoire les programmes qui concernent la valorisation des sites archéologiques. Donc, nous allons d'abord présenter les sites archéologiques afin de mieux comprendre pourquoi ils sont spécifiques. Et nous allons présenter la démarche de la conservation intégrée qui assure la liaison entre les préoccupations liées à la protection du patrimoine archéologique et l'aménagement du territoire. Donc les sites archéologiques se présentent dans diverses typologies. Ils ont des valeurs intrinsèques et subissent des menaces et des facteurs de dégradation multiples. En ce qui concerne le patrimoine archéologique, c'est un ensemble qui comprend
les sites et monuments historiques et archéologiques, les objets, c'est-à-dire le mobilier archéologique, les traditions de recherche aussi, la discipline d'archéologie, et le savoir cumulé à travers, c'est-à-dire le savoir des expériences humaines cumulées à travers les recherches archéologiques. Ces sites archéologiques s'inscrivent dans des contextes différents et ces contextes différents génèrent des contraintes particulières. Donc à chaque contexte correspond des contraintes particulières. Par exemple, en milieu urbain, ces sites archéologiques ou ce patrimoine archéologique est subi des ébranlements, des destructions de structures archéologiques, etc. Donc, chaque contexte génère des contraintes spécifiques. Ils subissent aussi des menaces, de multiples menaces, notamment celles liées, générées par l'urbanisation et la consommation d'espace. Donc, il faut préciser que toute intervention sur un site archéologique doit viser la maîtrise des paramètres suivants. Il faut d'abord une connaissance optimale de ses caractéristiques, une traduction fidèle de ses valeurs, une prise en compte de son contexte spécifique et une identification complète des facteurs de dégradation. Les objectifs de la conservation et de la valorisation des sites archéologiques doivent être planifiés dans un cadre plus large. En quoi la politique de l'aménagement du territoire peut jouer un rôle important dans la conservation de ce type particulier de patrimoine. Nous le verrons par la suite. L'intégration de la protection des sites archéologiques dans l'aménagement du territoire est indispensable à plus d'un titre, car il lui revient l'arbitrage entre les différentes utilisations de sol. Ici, nous justifions pourquoi la pertinence de cette approche d'intégration. Donc parce qu'il lui revient l'arbitrage entre les différentes utilisations de sol, parce que l'aménagement du territoire étudie dans un angle global les données naturelles, patrimoniales, démographiques, sociales, culturelles, etc. Et c'est à lui aussi de concevoir les projets de développement des territoires qui peuvent éventuellement concerner les sites archéologiques. Donc à travers quelle démarche peut-on intégrer les sites archéologiques dans le processus de l'aménagement du territoire? Cette démarche est celle de la conservation intégrée. Elle consiste en une approche renouvelée pour une conservation durable des sites archéologiques. De manière générale, cette approche de conservation vise essentiellement une intégration des politiques de conservation de patrimoine dans celle de l'aménagement du territoire, en vue d'une préservation durable de ces ressources. Donc, au sens de la charte de Washington élaborée en 1987, la sauvegarde des villes et quartiers historiques, ça c'est de manière générale, le patrimoine, donc la sauvegarde du patrimoine, pour être efficace, elle doit faire partie intégrante d'une politique cohérente de développement économique, social et prise en compte dans les plans d'aménagement et d'urbanisme à tous les niveaux. Donc cette politique, elle va au-delà de l'idée largement répandue de la protection ponctuelle du patrimoine bâti. Ces objectifs, l'objectif de la conservation intégrée des sites archéologiques, c'est la sauvegarde durable des sites archéologiques, la diminution des effets néfastes des travaux d'aménagement et proposer aussi des programmes de développement basés sur les ressources archéologiques. Donc ici, on va raisonner en termes de ressources. Les sites archéologiques deviennent des ressources, au même titre que les ressources naturelles, etc. Elle s'appuie sur les principes suivants. L'établissement d'un inventaire rigoureux et exhaustif du potentiel archéologique du territoire en question, parce que la connaissance est le premier pas dans le processus de préservation du patrimoine culturel en général. La constitution de structures administratives et scientifiques adéquates, l'adoption de mesures juridiques adéquates capables de coordonner les politiques relatives à la préservation des sites archéologiques ainsi que l'aménagement du territoire, et la proposition de programmes de développement basés sur la valorisation des ressources archéologiques.
On va citer l'exemple de la France qui nous semble révélateur de bonnes pratiques à prolonger. Pourquoi? Parce que ils ont consacré une existence législative à la pratique de l'archéologie préventive, dans l'objectif d'anticiper l'impact archéologique des projets d'aménagement ainsi que la mise en place de la carte écologique nationale, c'est-à-dire une meilleure connaissance des sites archéologiques, notamment ceux qui sont enfouis. Donc cette archéologie préventive, elle intervient en amont de n'importe quel projet de développement. C'est-à-dire avant de procéder aux travaux de préparation de terrain, etc., il faut absolument faire des fouilles archéologiques pour voir si le terrain recèle ou non des traces archéologiques. Deuxième aspect de cette politique, c'est qu'ils ont appuyé une politique de développement territorial sur la reconnaissance des diversités des territoires. Et nous allons voir par la suite que cette reconnaissance des diversités des territoires manque au niveau de la politique nationale de l'aménagement du territoire. La projection de ces paramètres sur le cas d'étude va nous permettre de répondre à notre question de départ quant à l'intégration ou non du souci de préservation des sites archéologiques dans la politique de l'aménagement du territoire algérien. Donc, elle s'attelle essentiellement à questionner les points forts et les points faibles de cette politique qui agissent aux côtés de la politique patrimoniale pour la préservation des sites archéologiques. Donc, la deuxième partie, elle va constituer l'étude de cas. Nous allons analyser le cadre juridique de l'aménagement du territoire. Nous allons ensuite chercher, repérer, pas beaucoup de temps, repérer les projets de développement qui sont inscrits autour des sites archéologiques et nous allons voir le cas de la ville de Soukaras où le patrimoine archéologique dans cette région nécessite vraiment une approche de conservation intégrée. Donc l'analyse du cadre juridique de l'aménagement du territoire. Avant d'analyser le cadre juridique de l'aménagement du territoire, il fallait d'abord analyser le cadre juridique de la politique de préservation du patrimoine culturel en général. L'analyse des lois et des dispositifs relatifs à l'aménagement du territoire, le développement du territoire, donc qui agissent aux côtés de ceux relatifs à la politique patrimoniale pour la protection de ces sites. Donc, la loi 9804 établit différentes classifications de vestiges archéologiques. Et pour chaque catégorie, la loi instaure un dispositif de protection. En ce qui concerne le cadre législatif de l'aménagement du territoire, il est composé de 11 lois. Parmi ces 11 lois, 3 semblent avoir un rapport direct avec la conservation des sites archéologiques. Donc ces lois, nous avons relevé les lois qui nous semblent vraiment présentées ont un rapport avec les sites archéologiques. C'est l'analyse du cadre juridique de l'aménagement du territoire. Toujours par rapport à la question de protection du patrimoine archéologique, nous a permis de relever les points suivants. Bien qu'évoqué très sommairement, donc le patrimoine archéologique est évoqué très sommairement dans les textes de ces lois, la protection des sites archéologiques est un des objectifs fondamentaux de la politique nationale de l'aménagement du territoire. La mise en place d'un dispositif intégré au sein de la politique nationale de l'aménagement, au sein du cadre législatif. Ce dispositif s'appelle le schéma directeur des zones archéologiques et historiques. Toutefois, ce dispositif ne concerne pas spécifiquement la protection des sites archéologiques, mais également toutes les catégories patrimoniales. Troisièmement, la politique de l'aménagement du territoire ne prend pas en considération la sauvegarde des sites archéologiques, c'est-à-dire elle prend en compte uniquement
archéologiques et des périmètres archéologiquement sensibles. Et nous allons voir par la suite que la région de Soukaras peut être dite un territoire archéologiquement sensible. Donc nous avons essayé de relever les programmes de développement inscrits autour des sites archéologiques à différentes échelles territoriales. Nous avons analysé le SNAT, le SRAT et le plan d'aménagement de la wilaya, c'est-à-dire à une échelle locale. Les programmes décidés au niveau du SNAT se présentent sous forme de PAT, c'est-à-dire Programme d'action territoriale. Parmi ces PAT, nous avons relevé 3 qui semblent avoir un rapport avec les sites archéologiques. Mais toujours, on essaie toujours de raisonner en termes de ressources quand on parle de développement. Donc nous avons relevé les points forts de ces PAT. Donc je ne peux pas tout exposer. À diverses échelles territoriales. Et nous avons constaté que, par exemple, à l'échelle locale, le plan d'aménagement de la wilaya de Soukaras remonte à 1887. À cette époque-là, le développement était basé essentiellement, c'est-à-dire se concentrait essentiellement sur l'amélioration de la situation économique et sociale de la population. Il n'a pas indiqué aucune mesure spéciale de protection du patrimoine. Donc les préoccupations étaient un peu différentes et ne concernaient pas essentiellement le patrimoine archéologique. Donc, en analysant ces outils, ces instruments de la politique nationale de territoire, on peut dire que les sites archéologiques ne sont pas considérés en tant qu'entité territoriale différenciée, mais plutôt en faisant partie d'un cadre plus large qui est celui du patrimoine culturel matériel. C'est-à-dire, on n'a pas insisté sur les spécificités de cette catégorie patrimoniale. Et ils sont concernés, certes, ils sont concernés par des programmes ambitieux d'action, mais qui ne sont pas vraiment réalisés. Donc il y a un décalage entre ce qui est exprimé et ce qui existe vraiment sur le terrain. Les programmes décidés à l'échelle nationale ou régionale ne trouvent pas de concrétisation sur l'échelle locale. Je vais passer directement le cas de la wilaya de Soukaras. C'est une région historiquement profonde. Elle est longue, son histoire est longue de plusieurs millénaires. Elle a vu la succession de plusieurs civilisations qui ont laissé des traces. Donc des traces, des vestiges préhistoriques, numides, romaines, qui sont classés en tant que patrimoine national. Mais le problème qui se pose, c'est pour les sites qui ne sont pas encore fouillés. Les principales fouilles qui ont été principalement entreprises par les colons, Stéphane Xel recense 538 traces archéologiques, alors que le nombre de sites découverts est infini par rapport aux traces vraiment recensées. Et ça, c'est une réalité. Les projets d'aménagement ont mis au jour des vestiges archéologiques d'une grande importance. Donc, nous avons fait des recherches sur terrain qui montrent que les sites archéologiques, ils ne sont pas vraiment connus. Donc il n'y avait pas eu de fouilles après celles entreprises par les colons. Donc une importante, les masses du sol recèlent des trésors archéologiques.
face à un cadre législatif qui ne garantit pas leur protection, ces sites sont souvent dégradés et endommagés. En plus, ce cadre d'aménagement du territoire, il n'intègre pas, il ne valorise pas vraiment ces ressources archéologiques. Donc, nous avons fini notre intervention, donc le temps m'échappe, j'arrive pas à finir, par un ensemble de recommandations afin de mieux garantir la conservation intégrée et durable des sites archéologiques. Donc, je remercie tout le monde. Merci, je remercie ma chère collègue Fatima Zahra d'avoir mis l'accent sur une telle thématique où elle s'interroge sur la manière dont les sites archéologiques, qui est aussi, c'est important, j'ai soulevé tout à l'heure le fait qu'elle a mis l'accent sur l'échelle territoriale, mais elle a aussi mis l'accent sur les sites archéologiques qui peuvent aussi être l'une des préoccupations des architectes. Donc, à travers le cas le plan d'aménagement Wilaya de Sougralas, elle a bien mis l'accent sur la caducité de ces instruments d'urbanisme et du déficit qu'il entraîne en matière de gestion des sites archéologiques. Donc, au suivant, on va appeler. Je vais appeler Ben Hamada Issa, M. Ben Hamada Issa, qui va nous présenter une intervention intitulée الاستدامة الحضارية للمدن الجديدة أداة لتحقيق التنمية المحلية حالة مدينة جديدة للمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل تقديم هذا العرض أريد فقط أن أشير بأني أنا الأستاذ فؤاد بن غربان من جامعة البواقي. سأعوض زميلي الدكتور بن حمادة عيسى وهو أستاذ محاضر من نفس المعهد ونفس الجامعة من جامعة البواقي، إذ تعذر عليه الحضور لأسباب خاصة. وقبل ذلك أشكره على ثقته الكبيرة التي وضعها في شخصي. سأحاول تقديم هذا العرض وسأحاول حتى يعني الإجابة على الأسئلة التي يمكن طرحها. إذن الموضوع البحث هو الاستدامة الحضارية بالمدن الجديدة كأداة لتحقيق التنمية المحلية، ومتخذ من المدينة الجديدة علي منجل بقسنطينة كحالة دراسية. بعد تقديم الملخص، فإن المدن الجديدة تنشأ عادة كسياسات تتخذها الكثير من دول العالم لحل مشاكلها العمرانية، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى التي تعاني من العديد من المشاكل نتيجة توسعها المفرط، والتي تتخذ المدن الجديدة كوسيلة من وسائل التنمية الإقليمية لإعادة التوازن المجالي، خاصة بالجزائر التي اتخذت من المدن الجديدة كوسيلة لإعادة توزيع السكان والأنشطة من الشمال إلى الجنوب. كما أن المدن الجديدة تتواجد جغرافيا بالقرب من المدن الكبرى، خاصة حول العاصمة الجزائرية التي أحيطت بها العديد من المدن الجديدة كالعفرون والناصرية وبنان، وكما تفضل الزميل منذ حين كذلك مدينة سيدي عبد الله. وتلعب المدن الجديدة دور محوري على المستوى المحلي، إذ أنها تحاول فك الضغط عن المدن الكبرى وتخفيف عن حدة المشاكل التي تعاني منها خاصة أزمة السكن والمرور والشغل إلى غير ذلك. كذلك فإن لها أيضا للمدن الجديدة دور كبير في تعزيز التنمية الحضارية على المستوى المحلي، ونقصد بذلك أن المدن الجديدة تمثل رافد للتنمية المحلية، خاصة مع التوجهات الجديدة للدولة التي ترمي إلى تحقيق الاستدامة، إذ عملت الجزائر من خلال سياستها الحضارية على تشجيع العمران التشاركي من خلال إشراك المجتمع المحلي
في صناعة القرار ووضع برامج عمرانية تبعا لمتطلبات وأبعاد التنمية المستدامة. وفي إطار المدن الجديدة ظهرت المدينة الجديدة علي منجلي ضمن استراتيجية المخطط الوطني للتنمية العمرانية الذي يعود لسنة 1987. لكن إنشاؤها على المستوى المحلي فقد ورد في إطار المخطط العمران الرئيسي اللي هو البي لسنة 1982 الذي يغطي قسنطينة الكبرى، كما ظهرت أيضا في باقي المخططات، وكانت ترمي من خلال هذا المخطط إلى نقل الفائض السكاني القسنطيني نحو المدن التوابع، ثم أيضا تخفيف عدد السكان، إلى جانب أن هذه المدينة نظرا لقربها من قسنطينة فقد توقعت على منطقة أو هضبة عين الباي جنوب المدينة. والسبب في ذلك هو نفاذ الاحتياطات العقارية التي بالمدينة الأم قسنطينة، مما تطلب نقل البرامج السكنية نحو خارج الموضع الأصلي للمدينة. مدينة علي منجلي ظهرت كحل استعجالي دون مشاركة المجتمع المحلي أي السكان المحليين ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أي أعيد ذكرها ولا أدرجت مرة أخرى في دو جروبمون دو قسطنطين. إلى جانب ذلك فقد تضمنت أيضا المدينة توقيع العديد من البرامج السكنية من مختلف الأنواع والصيغ من الاجتماعي إلى المدعم إلى التساهمي بمشاركة العديد من الفاعلين. ونشير أيضا إلى أن المدينة الجديدة أيضا ما تزال في طور الإنجاز، وما زالت أيضا تستقطب العديد من البرامج السكنية وحتى الأنشطة التجارية في شكل مراكز تجارية وحتى وأنشطة جامعية من خلال توقيع جامعتي قسنطينة 2 وقسنطينة 3. تتضح مظاهر الاستدامة بالمدينة الجديدة علي منجلي من خلال العديد من المظاهر التي تميز المدينة والتي ظهرت في شكل مشاكل أو نقائص على مستوى التخطيط المركزي في مجال السكن والنقل والخدمات وكذلك المساحات العمومية، حيث أن المدينة أيضا ربطت بمشروع الترامواي وكذلك المستشفى العسكري الجهوي الذي وفر العديد من مناصب الشغل، إضافة إلى مشروع جامعة قسنطينة 2 وجامعة قسنطينة 3 والعديد من الأحياء الجامعية والمراكز التجارية. غير أن هذه المظاهر لا تخلو من النقائص التي أعاقت وجود استدامة وكذلك قللت من شأن التنمية المحلية بالمدينة الجديدة، وخاصة في غياب برامج الاستثمارية فيما يتعلق بالمراكز التجارية وعدم أيضا إنجاز وحدات صناعية التي بإمكانها امتصاص عدد كبير من الأيدي العاملة رغم يعني وجود منطقة النشاطات، لكن نتيجة غياب التسيير ووجود يعني نوع من الاستحواذ لبلدية الخروب على بعض الأنشطة الموجودة بها أدى إلى تراجع الاستدامة وعدم يعني تعمقها وبروزها بشكل واضح في المدينة، خاصة من الناحية الاجتماعية، حيث أصبحت المدينة تعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية والتي أعاقت المشاركة المجتمعية
وذلك من خلال مثال نقدمه، وهو ما وقع في الوحدة الجوارية رقم 14 بين السكان المرحلين من حي الإخوة عباس وفجر الريح بالأمير عبد القادر من أجل طبعا زعامة الحي. هذه الصور توضح غياب مظاهر الاستدامة وتدني مستوى التنمية المحلية المسجل بهذه المدينة، مما أدى إلى بلورة وتقديم بعض الحلول التي من شأنها تدارك النقائص والتكفل بالتسيير لهذه المدينة من أجل بعث التنمية المحلية إليها وتعميق مظاهر الاستدامة المسجلة بها بمشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات الصائبة بشأن هذه المدينة. لذلك توصل الباحث إلى أن المدينة الجديدة علي منجلي أنشئت من أجل تلبية رغبات السكان لتكون نموذج عمراني راقي، لكن نتيجة المشاكل التي تعمقت بها أدى إلى تراجع مختلف التصاميم العمرانية التي سجلت التي غطتها والتي لم يشارك فيها المجتمع المحلي، وأدت إلى ظهور المشاكل الاجتماعية والتي أثرت بدورها على التنمية المحلية وأدت إلى تراجع الاستدامة الحضرية بها. وأخيرا يمكن أن يكون لهذه المدينة مستقبل بعد حل مشكلة التسيير بترقيتها إلى مقاطعة إدارية وتعيين وادي منتدب للتكفل بتسييرها. وبعض المراجع التي اعتمد عليها في إعداد هذا البحث. وفي الأخير شكرا. Shukran, Dr. Van Rodben. Donc, Dr. Van Rodben est revenu encore sur ce concept de durabilité, cette épineuse question de durabilité, déjà soulevée par le premier intervenant, où il nous a montré une autre manière, il a mis l'accent sur une autre manière d'appréhender ce même concept de durabilité à travers le cas de la nouvelle ville de Ali Moujdi. Maintenant, nous allons passer à la communication de Madame Inès Boulaouk, intitulée Ville algérienne et durabilité entre mythes et réalité. Elle va appréhender la question à travers le cas d'étude de l'entrée est du Gilles. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis mademoiselle Boulaouk Inès, doctorante en deuxième année projet urbain à l'université de Batna. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail intitulé Ville algérienne et durabilité entre mythe et réalité, dans l'optique de présenter un aperçu sur la planification urbaine des villes algériennes vis-à-vis le développement durable entre ce qu'on prévoit et ce qu'on produit réellement. L'étude se portera sur l'entrée est du Gigel. C'est une extension nouvelle de la ville qui a matérialisé un échec entre la programmation et la réalisation. Donc, parvenir à faire des villes durables est l'enjeu central du développement urbain pour les années à venir. Quand on parle du futur urbain des villes, la notion du développement durable nous parvient vite à l'esprit. Ce concept émergé dans des territoires étrangers que le nôtre a vu le jour et continue à voir le jour dans pas mal de pays et des villes qui vivent le concept de durabilité. D'autres sont sur le chemin de la transition. Alors, où se situe l'Algérie dans tout ça? C'est l'objet à débattre par le biais de cet événement. Tout d'abord, l'urbanisation actuelle des villes algériennes se résume à une croissance urbaine accélérée
et qui suscite une remise en question sur la planification et la gestion de l'espace. On a clairement adopté la forme de la ville étalée avec ses différents problèmes. Une ville étalée et consommatrice. Ces différents problèmes qui affectent négativement le paysage urbain, l'environnement et la qualité de vie des habitants. Et se répercutent, attention oui, elles se répercutent à long terme. Malheureusement, la croissance urbaine n'est pas forcément synonyme du développement, d'un point de vue qualitatif. Ce que la ville algérienne est en train de vivre aujourd'hui se reflète à une consommation abusive et anarchique de l'espace qui engendre de multiples dysfonctionnements et qui fait que nos villes évoluent dans une anarchie où ni les instruments d'ordre juridique, réglementaire et technique, ni les actions d'aménagement n'ont parvenu à résoudre jusqu'ici. La politique urbaine, bien qu'elle se rende compte des problèmes posés et les soucis de plus en plus pour l'avenir et la gestion de la ville, non autant par les moyens affectés que par les conditions de mise en œuvre. Aujourd'hui, je m'excuse parce que le fichier, j'ai modifié déjà. Si c'est pas très important, je change. allez-y, faites vite, donc, parce que le temps presse. Donc, je m'excuse vraiment. La problématique, aujourd'hui, bien que l'on parle de plus en plus du développement local et du pouvoir et de promouvoir la démarche de durabilité qui s'inscrit dans un esprit de participation et de concertation entre les différents acteurs afin d'assurer un futur souhaitable et non imposé à nos villes, la gouvernance territoriale ne parvient toujours pas à passer à l'action afin de matérialiser cette vision en réalité. Alors, quels sont les obstacles qui freinent le mécanisme de la planification urbaine des villes algériennes à passer vers une phase de transition à la durabilité? La question du décalage de la ville pensée par rapport à la ville réalisée est au cœur de la problématique. Théoriquement parlant, l'Algérie ambitionne de se mettre au niveau des pays développés par l'ensemble des programmes, démarches et réglementations, institutions promulguées qui visent à réaliser les interactions entre les différents acteurs. À titre d'exemple, le programme d'action, le SNAPS, qui est le schéma national d'aménagement du territoire initié par la loi 8703 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire et modifié et complété par la loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. Elle représente un outil d'élaboration et de la stratégie qui vise à intégrer les investissements dans les secteurs, dans la dynamisme et le développement, ainsi diriger des projets, de grands projets, vers des régions aptes à les accueillir, tout en impliquant toutes les actions et interventions dans le domaine de l'aménagement du territoire. Si la durabilité d'une ville constitue son pouvoir à se maintenir dans le temps afin d'assurer une meilleure qualité de vie, nos instruments agissent temporairement et non à court et moyen terme. Effectivement, M. Saïdouni se repose sur le point de vue que l'État ne parvient toujours pas à développer les politiques continues à long terme, où l'urbanisation des villes en Algérie est souvent décidée dans l'urgence
et la participation pour corriger les failles de la gestion urbaine non maîtrisée engendre ainsi des dysfonctionnements importants au niveau de l'espace urbain dont le développement s'avère spontané et incohérent afin d'y intégrer les modifications existantes effectuées ou les nouvelles transformations du tissu urbain y prennent place. Monsieur Chauvet aussi vient soutenir ce point de vue en disant ce n'est pas uniquement la question de l'urbanisme qui est en crise, mais ce sont nos villes qui risquent de devenir très vulnérables dans la mesure où elles ne répondent à aucun projet urbain à long terme. Le chaos urbain observé dans certaines d'entre elles accentue cette vulnérabilité en l'empêchant de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs immédiats et futurs. Le cas d'étude représente l'extension nouvelle de la ville de Gigel, connue aussi sous le nom de l'entrée Est, située à 3 km de l'ancien centre-ville et occupe un espace de 152 hectares entre deux agglomérations urbaines de Harratan et la Kabylie. À l'origine de l'aménagement de ce fosse, l'assiette était d'origine agricole. Donc la vocation de ce terrain était d'origine agricole. Le fosse indique que c'était une ferme délaissée et non active pour que l'État a dédié ce terrain à être aménagé comme extension nouvelle à la ville par laquelle elle promet un pôle urbain de qualité. Donc, on constate les deux schémas de programmation projetée de l'aménagement du poste de deux périodes différentes. Du 2007, à l'origine, c'était le projet qui est censé être utopique, qui repose sur les piliers du développement durable et favorise la qualité environnementale par l'aménagement de mixité entre les habitats et les équipements, ainsi que la proposition d'un parc urbain. Après le non-respect de cette projection après dans la réalité, on va voir après on a fait une révision par laquelle l'État a enfermé ce poste et lui a permis il lui a donné il lui est transformé en un pôle administratif. Donc le passage d'un pôle urbain à un pôle administratif, où à l'origine la proposition d'aménagement était prévue un lieu de résidence, d'activité, de loisirs et d'échanges, et qui fut remplacé aujourd'hui par sa globalité par des équipements non réglementés par le poste. Donc un zonage qui représente, mis à part la zone militaire en haut, on constate que le poste est occupé presque dans sa totalité par des équipements qui sont des sièges administratifs comme la direction du tourisme, la DEP. L'ensemble des directions administratives de la wilaya sont emportées à s'installer dans cette assiette. Donc, à quoi sert de créer un pôle administratif qui regroupe l'ensemble des directions les unes à côté des autres, alors qu'en vérité, on n'arrive pas à maintenir à bien une intervention, une action à améliorer l'aménagement dans nos villes. Voilà, la proposition a été d'aménager un pôle mixte qui favorise la mixité sociale par la création d'une place qui s'inspire de la cour de révolution de Naba,
bordé par les ensembles d'habitats de R+14 avec des commerces au rez-de-chaussée qui favorisent l'échange et le dynamisme de l'espace. Mais en phase d'exécution, on constate que la mosquée qui était programmée au cœur du projet en référence à l'ancien Médina pour donner une certaine identité à cet espace était remplacée par le théâtre régional. Donc c'était une décision prise par le Wali. Sur quelle base? On ne le sait pas. Pour la deuxième photo, elle matérialise le rond-point. C'est un rond-point effacé qui est censé être, dans la phase projetée, un monument de valeur qui caractérise un monument d'appel pour cet espace. Donc, pour se projeter dans l'avenir, la ville a besoin de tout son passé, le patrimoine et la diversité. Donc, dans la phase de projection, ils ont proposé d'adapter les styles modernes tout en gardant l'identité de l'architecture arabo-mauresque. C'est le seul point qui a été respecté dans la projection. Ils ont proposé de garder les deux modèles et dans la réalisation, bien sûr, ils ont appliqué les deux styles, mais dans les équipements administratifs. Voilà, donc à la base, le parc urbain proposé était le cœur du projet pour assurer sa mixité urbaine, les échanges socio-spatials et donner une certaine dynamique à l'espace. Alors qu'en réalité, si on visite maintenant les lieux où se trouvent les équipements implantés réellement, l'état de fait représente clairement un lieu désertique où la dynamique est presque absente. Ce poste est accessible que par le personnel qui travaille dans ces équipements aménagés dans ce poste. Donc, il a simulé le déplacement des piétons et les véhicules et quantifié la mobilité quotidienne urbaine favorise à mieux connaître les mouvements permanents qui animent l'espace. En effet, il est essentiel d'une perspective d'urbanisme durable. Ici, j'ai essayé de quantifier le nombre des piétons et des véhicules en mouvement chaque heure durant une journée de la semaine. J'ai constaté que la dynamique dans le poste était essentiellement pendant les heures de pointe. Donc, c'est les heures où le personnel qui travaille, ou les gens qui affrontent cet espace rentrent ou sortent de leur travail. Mis à part ça, les week-ends et les heures hors travail, l'espace est vraiment un symbole d'un espace funéraire mort, non accessible à personne. L'Entrée-Est est un projet donc parmi d'autres modèles algériens qui était censé être un projet durable et en constituant le deuxième centre urbain de la ville, mais qu'au final a matérialisé la défaillance des responsables à le mettre en œuvre, laissant place à un projet dysfonctionnel. Les raisons qu'ils ont mené à ce résultat sont bien que les grands responsables ne se coordinent pas entre eux dans les phases d'exécution, notamment la rupture entre les différents acteurs urbains où chacun travaille à sa manière et l'absence totale de la cohérence entre les différents projets. Chaque projet répond à un appel d'offres dirigé par des maîtres d'ouvrage différents et non pas aux besoins ou à la qualité environnementale de l'espace. La carence de l'habitat et l'absence des espaces publics et de loisirs, élément primordial dans la dynamisme de l'animation de l'espace urbain, ont fait de cet espace un lieu funéraire et abandonné. Pour conclure, après tant d'efforts et malgré tous les moyens engagés par les autorités, les résultats restent toujours insuffisants. Il est temps de comprendre que le poids et les
incohérences du passé pèsent lourdement sur l'avenir de nos vies. La répartitivité des problèmes sur l'ensemble du territoire national démontre bien que leur cause principale réside dans une absence récemment d'une politique capable de mettre en place une réelle volonté d'un développement urbain. La croissance urbaine des villes algériennes semble a priori incompatible avec le développement durable du moment où on continue à mettre les mêmes mécanismes d'aménagement et on ne peut pas espérer de nouveaux résultats. Merci pour votre attention. Merci mademoiselle. Donc, mademoiselle Boularaq est revenue encore une fois sur cette question de durabilité, mais à travers un cas d'étude que je trouve intéressant, celui de l'entrée de ville. On va revenir un peu au débat sur cette notion-là. J'ai des questions sur ça. Donc,